Alors bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la série vlog de Urban Studies. Aujourd'hui, on a Sébastien Bonero, chef d'équipe de chez Je m'en occupe de Century 21 en Outaouais, qui ont été premiers au Québec avec 312 transactions et troisième au Canada. Sébastien, ça va bien? Super bien toi-même? Ben oui, ça va bien. Content de te voir? Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter un peu du rôle du courtier immobilier dans le marché, puis la relation entre les inspecteurs en bâtiment et puis le client. Fait que Sébastien, la première question qu'on aimerait ça te poser, c'est quoi une bonne relation entre un inspecteur en bâtiment et un courtier immobilier? Bien, essentiellement, au départ, l'inspecteur en bâtiment, c'est un rôle crucial dans toute transaction immobilière, à tous les niveaux. Oui. Comme vous le savez déjà, l'inspecteur intervient souvent au niveau où on a une offre d'achat acceptée sur une propriété. Et généralement, la relation est plus entre l'inspecteur et son acheteur. Oui. C'est carrément l'acheteur qui va mandater l'inspecteur pour aller inspecter son bien immobilier. Donc, il y a une offre d'achat acceptée, on est en processus de financement. On veut s'assurer que la propriété est en bonne et due forme, qu'elle est conforme, qu'elle ne présente pas des signes d'usure prématurés, des vices cachés parfois qu'on peut trouver dans des achats. Et un des rôles de l'inspecteur, c'est pas juste d'identifier des problèmes dans une propriété, mais aussi de donner une ligne directrice à son acheteur de la qualité du produit qu'il vient d'acheter, la durabilité des matériaux, puis aussi une liste de maintenance à faire avec des échéanciers. Donc c'est aussi un rôle qui est éducatif. C'est pas simplement de faire tomber ou passer une transaction, c'est vraiment d'éduquer son client. Et puis, en ce qui a trait au courtier, bien évidemment, on est souvent appelé à référer des inspecteurs à nos acheteurs. Oui. Et puis, on réfère toujours des inspecteurs qui ont eu des bonnes formations, qui sont accrédités, évidemment. Absolument. Et puis, à ce moment-là, les acheteurs peuvent choisir quelqu'un avec qui ils sont à l'aise. Mais la relation entre un courtier et l'inspecteur est carrément une relation professionnelle à la base, parce que les deux, on est des corps de métier qui sont assurables, assurés, qui font partie d'un organisme et qui sont certifiés, évidemment. Donc, vraiment, la relation la plus importante, c'est pas celle entre le courtier et l'inspecteur, mais c'est celle entre l'acheteur et son inspecteur. Absolument, absolument. Donc, la deuxième question, Sébastien, c'est quoi l'avantage d'engager un courtier immobilier comparé à la vente privée? C'est une super bonne question. Comme tu le sais, la vente privée, en fait, existe depuis toujours. Oui. C'est un processus qui est tout à fait légal, c'est un choix personnel. Par contre, il faut juste être au fait des risques et avantages et désavantages de chaque. Je veux dire, comme on sait aujourd'hui, il y a des plateformes de vente privée grâce au web, évidemment depuis les débuts des années 2000 surtout, qui sont facilement accessibles. Ce qu'il faut que les gens comprennent comme vendeurs, c'est que ces plateformes-là sont efficaces en fait d'affichage. Mais l'affichage d'une propriété consiste en moins de 25% de la transaction. Donc, quelqu'un qui veut mener une transaction à terme, donc du moment où il décide d'afficher sa propriété à vendre et le moment où il se présente chez le notaire pour signer son acte de vente, il y a 1001 étapes à considérer et l'affichage est juste une d'entre elles. Oui. Donc, malgré que les plateformes de vente privée soient populaires, peu coûteuses et qu'elles offrent un bel achalandage visuel sur le web, ça ne va pas nécessairement se traduire par une transaction immobilière. Donc, un peu comme si on met une annonce dans un journal, dans les petites annonces classées. Oui. Notre annonce est publiée, j'ai une bicyclette à vendre, mais après ça, on fait quoi? Est-ce qu'il y a des garanties légales? Qu'est-ce qui s'applique? Est-ce qu'il y a une inspection, une déclaration du vendeur? Comment je prépare ma maison à la vente? Qu'est-ce qui arrive si j'ai un pépin en cours de route? Quels sont les joueurs impliqués? Est-ce que je rentre un inspecteur chez moi avant, après la vente, pendant? Est-ce que j'appelle mon arpenteur? Est-ce que j'ai un problème de servitude? Donc, il y a tellement de choses sur lesquelles on est formé. Et on est tellement bien entouré d'autres professionnels connexes à l'immobilier, comme les notaires, les arpenteurs, les banques, les démarcheurs hypothécaires. Tous ces gens-là font en sorte qu'ils ont chacun une spécialité. Et nous, on se dirige là-dedans, puis on conseille notre client, puis on le protège. Donc, à ce moment-là, l'avantage, pour revenir à ta question, d'une transaction qui fait partie d'un cadre immobilier et non, c'est que la transaction est encadrée, protégée, tant au niveau des assurances, des erreurs et omissions, il peut arriver des pépins dans une transaction, au niveau du coaching, de la négociation et tout ça. Donc, il y a tellement d'éléments à considérer que c'est pas une comparaison juste de dire quel est l'avantage ou le désavantage d'afficher quelque chose sur un site web par rapport à vraiment m'impliquer dans une transaction de A à Z. L'OASIC, qui est notre organisme d'auto-réglementation au Québec en immobilier, est là pour protéger le public et non pas les courtiers immobiliers. Donc, ils nous représentent, ils nous légifèrent, ils nous forment, mais en gros, le mandat est de protéger le public, tant acheteur que vendeur. Donc, il y a 1001 applications
qui font que c'est plus avantageux d'être protégé dans ta transaction que non. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est le client, l'acheteur ou le vendeur est vraiment plus protégé en engageant un courtier immobilier. Absolument. Puis il y a aussi plus de chances de vendre. Oui. De par les médiums qu'on utilise, les plateformes publicitaires, la collaboration entre les courtiers, qui est vraiment l'élément le plus crucial. C'est qu'un acheteur qui va visiter une maison à vendre sur une affiche privée va effectivement peut-être aller visiter la maison. Mais est-ce que le vendeur aura le réflexe d'encadrer la démarche, de dire maintenant on va s'asseoir, on va créer une offre d'achat? Est-ce que tout le processus est encadré? Non. Donc tout le monde improvise un petit peu. Donc ça laisse place à l'interprétation. Laisse place à des erreurs aussi des fois peut-être. Des erreurs. Puis je dis pas qu'on n'en fait pas nous-mêmes. Des fois, on a des situations plus complexes ou des choses qui arrivent de dernière minute. Mais au moins, on est protégé. Donc, puis si en cas de doute, il y a des notaires auxquels on fait appel et tout ça aussi. Donc c'est pas mal pour ça. Bon. Excellent, excellent. La troisième question, Sébastien, je vais mettre en situation. Moi, je suis un acheteur de ma première maison. Comment est-ce que je fais pour trouver un bon courtier immobilier? Super bonne question. Je pense que certains des facteurs à déterminer avant même de commencer à magasiner pour un courtier. Qu'est-ce que je cherche? Quel est mon budget? Quel est l'objectif global? Donc, comme on sait, il y a différents types de produits. Il y a des produits qui sont en condo, il y a des produits qui sont en ville, dans le milieu rural, il y a des petits condos, des maisons neuves usagées. Alors là, il faut se dire, bon, qu'est-ce qu'on cherche? Quel est notre budget? Donc peut-être qu'une bonne idée, même avant de magasiner ou de commencer à visiter des maisons et déterminer qui sera notre courtier, serait d'aller voir votre institution financière puis encadrer un petit peu la démarche au départ. Ensuite, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de prendre le téléphone ou demander des références de gens qu'on connaît, ce que les gens oublient beaucoup de faire, et puis d'aller rencontrer des courtiers. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre le téléphone et dire, bon, écoute Olivier, je me cherche une première maison, ma conjointe et moi, on vient de se marier. On a tant de budget approximatif. Et voici un petit peu ce qu'on cherche. On travaille dans tel endroit, tel secteur. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme courtier, toi, comme démarche? Et puis, si tu n'es pas à l'aise avec la démarche ou le courant ne passe pas, rien n'empêche d'aller voir un autre professionnel, un autre courtier, et puis de décider de travailler avec quelqu'un d'autre. La pire chose à faire, c'est juste d'appeler de pancarte en pancarte, de visite en visite, et de ne pas être encadré dans sa démarche. Aujourd'hui, l'OASIC nous permet de signer des contrats de courtage acheteurs dès le départ, qui nous permettent de s'asseoir avec toi comme client et de dire, écoute, moi je m'occupe de ta transaction à partir d'aujourd'hui. Je vais t'encadrer avec tous les professionnels qui travaillent avec nous. Je vais m'occuper de toutes tes demandes de visite et je vais bien t'encadrer dans ta démarche, selon tes objectifs. Excellent. Alors avant de choisir un courtier X ou Y, bleu, jaune ou noir, faites des appels, informez-vous et surtout demandez des références. Bon, c'est excellent. Donc, ceux qui sont dans le marché pour acheter leur première maison, super bon conseil de la part de Sébastien. On va passer à la cinquième question. Puis, je pense que c'est quelque chose que les gens ils ont peut-être la difficulté à comprendre. C'est peut-être le fun qu'on puisse l'expliquer. C'est comment se déroule le processus de vente d'une propriété. C'est un élément qui est simple et complexe à la fois. Parce qu'au départ, quelqu'un décide de se départir d'un bien immobilier pour différentes raisons. Donc, parfois, c'est une séparation, parfois, c'est une reprise bancaire, parfois, c'est une succession. Donc, le contexte en dit beaucoup sur comment on va intervenir. Ouais. Mais à la base, il y a 2 étapes, il y a 2 phases de préparation avant de mettre une maison à vendre. La première, c'est de s'asseoir avec le client et faire une analyse comparative du marché très précise dans son secteur. Donc, c'est à savoir, est-ce que la maison se vend dans tel ou tel délai? Est-ce que dans ce secteur-là, les délais sont plus longs? Quels sont les prix moyens et les prix médians? Quelle est la condition de la propriété? Donc, vraiment, j'ai besoin d'aller évaluer physiquement les lieux et de m'asseoir avec les propriétaires et de dire, voici où est-ce qu'on en est. Voici les normes, les paramètres de votre marché local, pas du marché à côté. Absolument. Si je suis à Masson-Angers, c'est pas les mêmes paramètres que le marché d'Elmer ou de Luskville, par exemple. Donc, il faut vraiment y aller en études régionales et puis locales. Et la deuxième phase de préparation, une fois qu'on a identifié notre prix de vente, une fois qu'on a négocié ensemble un contrat de courtage, une entente, c'est de passer en phase 2, donc la préparation de la maison. Alors, une fois que la paperasse est finie, on passe en mode actif. Est-ce qu'on a besoin de faire certaines rénovations pour mieux la présenter? Est-ce qu'on appelle un photographe professionnel pour faire une belle photo de définition? Est-ce qu'on fait une vidéo de la maison? Comment on la présente? Sur quelle plateforme de publicité on s'entend? Sur lesquelles on va être? Est-ce qu'on publicise en Ontario pour les chiffres d'autres types d'acheteurs? Donc, il y a 1001 options pour un vendeur, mais c'est le rôle du courtier de les présenter. C'est le rôle du courtier de diriger la démarche. Parce qu'une fois qu'elle est mise en marché, là, l'action commence. Et c'est là que tout le monde devient un peu fébrile. Oui. Alors là, c'est plus le temps d'aller retourner en arrière. Là, ça fait 5 visites que j'ai 2 offres d'achat. C'est plus le temps de demander à ton client, est-ce que tu as un certificat de localisation? Non, il faut réviser tout ça au préalable. S'assurer que la maison n'est pas dans un empiètement de la municipalité. J'ai perdu une transaction là, il y a 3 semaines à peine parce qu'il y avait 70 pieds de bâtisse commerciale à 15 cm dans la servitude de la municipalité. Wow. C'est un problème qui aurait pu être décelé au départ, mais il n'y avait pas d'ancien certificat de localisation. Donc, c'est une leçon que l'inscripteur, dans ce cas-là, a apprise.
Absolument. Il y avait peut-être eu un oubli ou tout simplement un vice de construction aussi. Ça peut être d'autres raisons. Mais tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps au départ, là, dans la phase préparatoire, de s'assurer qu'on a tous les documents nécessaires. Déclaration du vendeur, acte de vente, acte hypothécaire, tout en main quand le courtier vient vous rencontrer. Excellent. La partie le fun, plus plaisante, c'est qu'on prend les photos, tout le monde s'amuse, les enfants sont excités. Après ça, les visites commencent. Mais là, c'est plus le temps de retourner en arrière et poser des questions. Non, absolument pas. Donc, il faut vraiment être prêt et avoir tout ça en main. OK, excellent. Puis là, de l'autre côté de la médaille, quand on est prêt à acheter une propriété, comment ça se déroule un peu aussi de ce côté-là? Bien, l'achat est différent du processus de vente. Alors, un client acheteur, pour moi, est un différent métier qu'un client vendeur. Oui. OK? Le client vendeur est très cartésien. Il a un prix en tête. Il essaie d'accomplir un objectif précis qu'on a discuté ensemble au préalable. Oui. Un acheteur n'a aucune obligation en tant que tel envers son courtier. Le courtier, en quelque sorte, le représente gratuitement parce qu'il ne paye pas de commission pour acheter. Non, c'est ça. Okay? Traditionnellement, c'est le vendeur qui défraie des frais de rétribution à la vente. Oui. Maintenant, avec les contrats acheteurs, il y a différents scénarios qu'on peut parler plus tard. Mais en général, l'acheteur n'a pas nécessairement à se lier à son courtier acheteur. OK. D'accord? Donc, le courtier va faire des recherches de marché pour lui, va identifier évidemment ses besoins. Tout courtier performant et professionnel va aussi demander à son client d'aller se préqualifier au niveau bancaire. C'est une chose super importante. Absolument. Parce que parfois, le client ne sait pas lui-même où est son bracket, où est sa brochette de prix exacte. Donc, quelqu'un peut me dire, Sébastien, j'ai 10 maisons que j'aimerais visiter, sont 325 000. Quand en fait, son bracket est à 399 ou 450, ou des fois, il peut être plus bas. Donc, il faut s'ajuster avec ça, puis bien identifier le besoin. Donc, moi, je fais toujours une rencontre au préalable avec l'acheteur. Donc, la classique d'appeler et de dire, parfois, on se rencontre à 6 heures à telle adresse pour une visite, est révolue. On fait un peu plus de recherche, ça protège tout le monde. Absolument. L'acheteur sauve du temps, nous aussi. On arrive à mieux cerner les besoins. Puis à partir de là, c'est le courtier qui s'occupe de céduler les visites, organiser tout ça, visiter avec les clients, l'aider dans son processus de sélection, parce que mais il y a une chose qu'on regarde, puis des fois on n'est pas certain. Oui, comment on fait pour évaluer la maison? Elle est à 350 000, mais est-ce qu'elle vaut 325? Est-ce qu'elle vaut plus? Donc il faut que j'aie mes analyses de marché pour chaque secteur qu'on va visiter aussi. Oui. Puis après, le représenter en négociation, puis espérer qu'on s'entende avec le vendeur. Excellent. Donc c'est important de faire affaire avec des professionnels. Ça aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Ça simplifie la chose. En fait, nous, on fait ça tous les jours. Oui. Mais et un vendeur et un acheteur qui achète une maison aux 5 ou 10 ans n'est pas nécessairement équipé pour réagir rapidement à des situations assez importantes. Absolument. Et des fois, les gens ne sont pas toujours à l'aise non plus dans le fait de parler directement à un vendeur. Il y a un malaise qui s'installe et qu'on n'est pas habitué de négocier. La négociation. C'est pas pour tout le monde de dire on va s'asseoir maintenant et écrire une offre d'achat, est-ce que vous êtes prêts? Non, c'est sûr. Tandis que nous, on a les réflexes qui font en sorte qu'on est plus propice à closer rapidement. Excellent. Ouais. Excellent. Super. Puis là, on va parler de quelque chose peut-être qui est un petit peu moins plaisant de la transaction immobilière, qui est la taxe de bienvenue. Fait que c'est quoi cette fameuse taxe-là? Ben, la taxe de bienvenue, en fait, c'est une taxe qui est mal nommée. Oui. C'est un surnom qu'on lui a donné dans les années 80. Oui. Parce qu'à la base, la taxe de bienvenue, c'est une taxe de mutation. Oui. Alors, elle existe dans toutes les provinces. En Ontario, elle s'appelle le Land Transfer Tax, qu'on paye directement chez l'avocat en achetant. Absolument. Au Québec, c'est le parti péquiste en 76. En décembre 76, à ma fête, en fait, quand je suis né. Ouh. Alors, je ne sais pas si tu présage de ma formation en immobilier, mais en décembre 76, ils ont tout simplement ajouté une taxe, évidemment, comme on fait tout le temps, toujours plus de taxes. Absolument. Et tout achat, donc toute mutation de cadastre, il y a une taxe. Et elle est appliquée et facturée, dans le fond, par les municipalités. OK. Mais en fait, elle est retournée au provincial après. OK. Alors, c'est des braquettes très précis d'imposition. Donc, exemple, le premier 0,5% sur le premier 50 000. Donc, 250. On peut le calculer facilement. Sur le deuxième 200 000, c'est 1%. Et tout ce qui est au-dessus de 250 000 est imposé à 1,5%. OK. On peut le calculer. C'est en quelque sorte un flat rate. Oui. Un peu partout au Québec, là, donc ça varie pas tant que ça. OK. Je crois qu'il y a des taxes spéciales à Montréal, je suis pas certain, mais ici en Outaouais, c'est tout en pareil. On peut la calculer à même en faisant notre offre d'achat avec les clients pour l'avertir que ça s'en vient. OK. Mais la taxe n'est pas perçue chez le notaire, elle va être perçue après, donc on reçoit une facture de la municipalité. Au courant. La bonne nouvelle, c'est que si on achète 3 maisons en Gatineau sur la même rue, les 3 fois, on va nous souhaiter bienvenue. Oui, non, c'est ça. Mais bon, on vit au Québec, on est au Canada, on a beaucoup de services, d'hôpitaux, etc. Donc on comprend que ça fait partie des responsabilités du propriétaire. Absolument, absolument. Ben, c'est ce qui close notre entrevue avec Sébastien Bonero. On espère que ça va vous aider à faire des meilleures décisions pendant vos transactions immobilières. Puis si jamais vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas à nous rejoindre, soit sur notre site web ou sur notre page Facebook. À la prochaine fois. Salut!